Édition spéciale de 23 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. L'exploitation rationnelle des ressources minières dans l'espace UEMOA, la problématique est au centre d'un atelier de recherche ouvert à Cotonou ce jeudi. Il permettra de conformer les pays membres au code minier. Lutte contre le travail des enfants, l'UNICEF renforce la garde. Un film documentaire sur l'exploitation économique des enfants dans les marchés du Bénin est lancé dans ce sens, assure les images dans cette édition. Et puis une nouvelle orientation dans la gestion du secteur postal au Bénin. Le cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication travaille sur la feuille de route du dit secteur. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre en image par cette actualité. Le nouveau président gambien Adama Barrow a prêté serment ce jeudi 19 janvier lors d'une cérémonie officielle à l'ambassade de Gambie au Sénégal, alors que le président sortant, Yahya Jammeh, refuse toujours de quitter son siège malgré la tentative de médiation du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et la pression militaire. Eh bien, cette pression militaire, les forces armées sénégalaises et nigérianes ont été positionnées le long de la frontière de la Gambie, prêtes à intervenir ce jeudi pendant que le président Barrow prêtait serment. L'armée nigériane effectuait des vols de reconnaissance au-dessus de Banjul, la capitale gambienne. Eh bien, à propos de cette actualité, nous avons sur ce plateau Prévenou Théo, bonsoir. Koudou Sablay, bonsoir. Eh bien, la situation en Gambie, la CEDEAO n'a-t-elle pas d'autre choix que l'option militaire? Écoutez, Koudou Sablay, la CEDEAO avait plusieurs options sur la table. Il y a d'abord l'option politique et puis diplomatique. On l'a vu avec cette réunion à Abuja qui a rassemblé les chefs d'État et chefs du gouvernement de la CEDEAO. Et à la suite de cette réunion, il a été décidé d'envoyer une délégation à Banjul rencontrer Yahya Jammeh, ce qui fut fait, en dépit donc de la bonne volonté de la CEDEAO, et Yahya Jammeh campait sur sa position. Alors, deuxième étape, il y a eu ces tentatives de médiation, notamment venant donc des cercles, j'allais dire, fermés, d'amis de Yahya Jammeh, notamment le président Ould de la Mauritanie, qui jusqu'à hier tentait encore de convaincre son ami de céder. Réunifie. Alors, la troisième étape, c'est bien l'option militaire, et les choses se sont vite passées aujourd'hui avec la prestation donc, de Barrow, le président élu, à Dakar, précisément l'ambassade de la Gambie. La CEDEAO attendait le quitus du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui a été fait également. Donc aujourd'hui, la CEDEAO a donc est en bonne posture pour attaquer. Et on l'a eu en début de soirée, l'entrée donc des troupes sénégalaises et nigérianes. Il faut signaler que le Sénégal prend le commandement le centre donc de commandement de cette force d'attente de la CEDEAO, la fameuse FAC, qui va intervenir. Alors, comment tout cela va se déployer sur le terrain? C'est vrai que pour ces genres d'opérations, il faut un entraînement des troupes, il faut tout au moins un mois pour déployer les forces sur place, mais aujourd'hui, il y a eu comme une accélération avec le navire de guerre nigérian qui mouille dans les eaux continentales gambiennes, avec les appareils militaires, les fameux Alpha Jet nigérians qui ont survolé en termes de reconnaissance Banjul en début d'après-midi. On peut dire que l'étau se resserre autour de Yahya Jammeh. L'étau se resserre, alors les forces de l'ordre sont déjà dans le territoire gambien. Yahya Jammeh, une fois déposé, pourrait-il faire l'objet de poursuites par les juridictions internationales? C'est une possibilité parce que Yahya Jammeh a fait 22 ans de pouvoir sans partage avec comme corollaire les violations flagrantes de droits de l'homme, les privations de liberté, les crimes crapuleux. Alors tout cela donne le tournis au dictateur gambien qui désespérément s'accroche au pouvoir. Alors, est-ce qu'il sera poursuivi par la Cour pénale internationale? Est-ce que ses proches seront inquiétés? Voilà autant d'éléments aujourd'hui qui font peur, des éléments qui font peur à Yahya Jammeh.
Ce qui est clair, il ne s'en sortira pas indemne. Et là, on ne pourra pas passer son passif-là par perte et profit. Ce n'est pas possible. Donc, il a peur. Cette possibilité existe. Alors, la possibilité existe. Une dernière question. Comment entrevoyez-vous la vie en Gambie après les Yaya Jammeh? Il faudra tout reconstruire. Parce que 22 ans de dictature, avec comme conséquence la déstructuration de l'administration publique gambienne, et aujourd'hui la situation financière de ce pays est quasiment chaotique. On peut dire que la Gambie est quasiment au bord de la banqueroute, si elle ne l'est déjà fait, si ce n'est déjà fait. Alors, il faut reconstruire le tissu social avec les conflits ethniques utilisés comme arme de maintien au pouvoir par Yaya Jammeh. Donc, c'est tellement de chantiers à reconstruire qui attendent le nouveau président. Il a plusieurs chantiers auxquels il doit s'attaquer rapidement. Il y a la reconstruction du pays, il y a la pacification du pays, il y a la réconciliation des Gambiens. Vous savez, la Gambie, c'est l'entité spatiale à l'intérieur du Sénégal. Et pour des raisons géostratégiques et géopolitiques, le Sénégal a intérêt à prendre la tête de ce mouvement pour chasser Yaya Jammeh. Parce que pour les Sénégalais, il n'est pas question d'avoir encore un autre front. Déjà qu'ils n'ont pas encore fini de pacifier la Casamance, dont les principaux acteurs, protagonistes, les rebelles, vont s'armer du côté de Banjul. Donc aujourd'hui, réussir à mettre Yaya Jammeh hors course, c'est sécuriser les arrières du Sénégal en termes de géopolitique, de géostratégie. Merci à vous, Préven Théo, pour votre analyse sur cette situation en Gambie. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition où les coupures d'énergie électrique ne sont pas forcément des délestages. Le ministre de l'Énergie a apporté cette clarification aujourd'hui. Jean-Claude Dona Oussou en a profité pour saluer la mobilisation qui a conduit à la production déjà de 150 MW à Maria Gleta. On le suit au micro de Jérôme Mouba. Les délestages peuvent entraîner des coupures, mais des coupures ne sont pas forcément cause de délestage. Il peut y avoir mille et une façons d'avoir des coupures, et ça, ce sont des événements qui sont malheureusement inhérents à toute situation de système électrique. Je vous donne l'exemple. La semaine dernière, pour cause de neige en France, il y a eu plus de 260 000 utilisateurs qui ont été coupés, et coupés pendant plusieurs jours. Alors que le système électrique français est l'un des meilleurs du monde. C'est juste pour dire qu'il peut y avoir des événements du type que je viens de citer qui peuvent entraîner des difficultés. Est-ce qu'on peut demander, ce que je demande instamment, et le directeur général de la SBE également par rapport à ça, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'il y a ces événements-là qui arrivent, qu'il y ait une réactivité nécessaire pour traiter ces questions de manière à rétablir le plus rapidement possible la population. Cette mobilisation historique jamais vue a permis, en moins de 6 mois, d'installer l'équivalent de 150 MW aujourd'hui opérationnels dans notre pays. À côté de ça, le gouvernement a lancé la réhabilitation de 30 MW de différents groupes qui ont la capacité de fonctionner, mais qui étaient à l'arrêt depuis des années. On ne comprend pas pourquoi. Notamment à Porto Novo, à Parakou, à Natitengu. Tout ça est en route. Et normalement, ces 30 MW en plus qui viennent des 150 MW permettront, d'ici à partir du mois de février, ils vont commencer à rentrer ces groupes-là, petit à petit, pour nous alimenter encore plus en énergie. On ne change pas de registre. Comment conformer les pays de l'UEMOA au code minier communautaire en vue d'une exploitation rationnelle des ressources minières? La question est au cœur d'un atelier de rélecture du dit code et de ses règlements d'exploitation. Les travaux se déroulent à la CEB à Abomey-Calavi. Bruno Rotepo, Jérôme Mongo. Les sous-sols des pays membres de l'UEMOA recèlent d'importantes ressources minières. En 2000 et 2003, l'organisation sous-régionale a adopté une politique minière commune et un code minier communautaire. Aujourd'hui, elle entend actualiser les données dans un contexte gagnant-gagnant. La commission de l'UEMOA a décidé de réviser le code minier communautaire et d'élaborer des règlements d'exécution avec pour objectif de créer un environnement plus moderne et plus conforme aux exigences de compétitivité dans le contexte actuel de la mondialisation
et d'assurer une exploitation durable des ressources minières et intégrées à l'économie des États membres. L'objectif de l'atelier est d'impliquer les différents acteurs nationaux au processus de révision pour enrichir les projets de test afin qu'ils prennent en compte les préoccupations actuelles et futures de toutes les parties prenantes. Pour attirer l'investissement privé, il faut un cadre attractif et légal. La question préoccupe le gouvernement qui entend relever le secteur minier. Les projets de cette sortie contribueront rapidement à la mise à jour de notre code minier vétuste. Je vous invite à ne négliger aucune dimension technique, socio-économique de ce code, qui constitue un document très important pour la valorisation des ressources minérales et je souhaite que vous accordiez une attention particulière. Cette relecture du code minier communautaire est confiée au cabinet Kéré. Les travaux de 2 jours viennent en prélude à l'atelier régional de Ouagadougou en mars 2017. Cotonou abrite la réunion régionale des ordonnateurs nationaux et régionaux du FED, le Fonds européen de développement. Le Fonds européen de développement, donc en 48 heures, les experts des pays ACP, Afrique-Caraïbes, vont examiner le rapport d'évaluation du partenariat avec le FED. William Tchoki. Plusieurs experts en provenance pour la plupart de l'extérieur se penchent sur des points d'évaluation et de stratégie du financement du développement. Il est question de la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux et régionaux du 11e FED et le document de stratégie intra-Afrique, Caraïbes, Pacifique et programme indicatif 2014-2020. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les experts vont également procéder à l'examen de la stratégie de développement du secteur privé du 11e FED, la coopération sud-sud et triangulaire. Des communications sont prévues durant les 48 heures et les participants se feront une idée du partenariat renouvelé avec les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique et le nouveau consensus européen sur le développement. Le ministre des Enseignements maternels et primaires apporte son éclairage au sujet de la grève des enseignants de la maternelle et du primaire. Depuis quelques jours, ces enseignants sont en grève pour fustiger l'intégration des cadres retraités dans l'enseignement, dans l'encadrement des enseignants. Salmanou Karimou donne sa version des faits à travers un entretien diffusé sur l'émission 5 sur 7 matin. Il est interrogé par Mesmer Adisso. Regardez. Il s'agit tout simplement d'une petite réforme qui concerne l'encadrement pédagogique des enseignants. Un petit projet que les acteurs syndicalistes et l'administration scolaire ont mis en place ensemble, ont validé. Alors, de ce point de vue, si c'est validé à une assemblée générale, à valeur délibérative du Conseil sectoriel pour le dialogue social, que ce soit 3 semaines plus tard que l'on estime que ce n'est plus bon, alors souffrez que je ne sais pas dire que la grève est juste. De la partie syndicale, on a estimé que d'ailleurs on n'en veut plus. On n'en a plus besoin. Alors nous avions estimé que l'héritage que nous sommes en train de gérer, avec tout ce qu'il contient, mérite quand même d'être mieux géré. Sans toutefois perdre de vue l'encadrement pédagogique des enseignants. C'est pourquoi également nous avons dit, si les 52 inspecteurs encore en activité au plan national sur un besoin de 120 sont utilisés à des structures étatiques qui ont besoin nécessairement des gens en activité, il faut alors que de façon pédagogique, de façon concrète, les enseignants puissent être encadrés par ceux-là. Nous n'avions pas attendu la fin du mouvement de grève pour les rappeler pour une autre séance de négociation. Et même pendant la période de grève, nous avons continué à négocier avec eux et nous allons nous retrouver d'ici vendredi pour discuter entre nous. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire qui répondait à Mesmer Disso. Direction le Gabon, comme lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud,
Le derby maghrébin s'est soldé par une victoire de la Tunisie à Franceville. Les Fennecs se sont inclinés de 1 donc face. Donc ce 19 janvier 2017, Sofiane Arni a réduit le score pour les Verts en toute fin de rencontre. Une défaite qui relance la Tunisie dans la compétition. Revenons sur les temps forts de cette rencontre dans les conditions du direct. Regardez. Est-ce que c'est Sekni qui arrive et c'est Mandi. C'est Mandi qui frappe contre son camp. C'est pas Ben Sebaini. C'est Mandi, le capitaine de cette équipe algérienne qui a mis le pied et qui va tromper son propre gardien. Mandi malheureux. Et la Tunisie qui mène 1-0. Ben Sebaini est très déçu. Il était sur la trajectoire du ballon, mais c'est bien Mandi qui met contre son camp. C'est ce qu'il va être. La frappe et le but. Deuxième but pour la Tunisie. Contre-pied parfait dans le petit filet. La Tunisie qui mène 2-0. C'est le 5e penalty sifflé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait eu Sadio Mané. On revoit d'abord avec Kazri dans la surface. Il n'y a pas faute. Absolument pas faute sur Kazri. À mon sens, maintenant, vous êtes devant votre écran et vous vous faites votre idée. En tous les cas, c'est bien frappé par Sliti. 5e penalty dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Reste du temps peut-être pour marquer un but, mais 2, ça sera difficile. Sofiane Arni, la frappe et quel but! Oh, quel but de l'Algérie qui se remet en selle dans le temps additionnel. On a vu des équipes réagir et peut-être refaire leur retard. Ce serait fantastique pour eux s'ils pouvaient revenir en ce temps additionnel. Bonsoir Hospice Etodi Metoli. Bonsoir Koudous. Après la victoire de la Tunisie 2-1 face à l'Algérie et celle 2-0 du Sénégal sur le Zimbabwe, il y a 2 informations à tirer selon vous. C'est exact. La première grande information est que le Sénégal est le premier pays à se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN Total Gabon en 2017. Suite à la victoire de la Tunisie 2-0 sur l'Algérie, il faut retenir que Algériens, Tunisiens et Zimbabwéens peuvent encore tous se qualifier pour les quarts de finale, mais avantage psychologique et numérique aux Tunisiens. Eh bien, la fête du football se poursuit au Gabon. Quelles sont donc les affiches de demain? Allez, demain on aura Côte d'Ivoire-Congo et puis Maroc-Togo avec Hugues Zinsouzuno et Gabriela Fouda. Merci à vous, Hospice Metoli. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procède ce jeudi à l'installation des 9 membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. C'était le lieu pour elle de leur rappeler les missions qui sont les leurs conformément au décret du 30 novembre dernier. Clotaire Awekou, Bénédicte Amozo et Patrick Benou pour les détails. Vous savez parce que je vous attends pour les réformes. Mission de réforme et de rénovation du Centre des universités sociales de l'Université d'Abomey-Calavi pour une communauté universitaire sereine et plus épanouie reste le principal cas de charge dévolu aux membres du conseil d'administration du COSACE. Un deuxième conseil d'administration aux membres réduit de 11 à 9 pour la période 2017-2019 consacrée par décret du 30 novembre dernier. Sous le resserrement du nombre se dissimule pour ce deuxième conseil d'administration un condensé de réformes de l'institution elle-même et de ses missions, dont certaines ne seront connues au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Je pense déjà à l'ouverture de certaines missions traditionnelles du COSACE au secteur privé. Je pense au contexte de la prochaine restructuration de la vie associative sur le campus. Je pense aussi au nouveau type de rapport que le COUS doit entretenir avec l'administration de l'université et les autres partenaires sociaux à divers niveaux. Je voudrais exhorter les uns et les autres à accompagner ces réformes en bonne intelligence, avec un esprit d'ouverture et dans la recherche de résultats bénéfiques pour l'ensemble de la communauté universitaire. Le conseil d'administration du Centre des universités sociales de l'Université d'Abomey-Calavi se réunit de façon ordinaire au moins 2 fois l'an.
Une session extraordinaire peut être convoquée à la demande des 2 tiers des membres ou de la directrice de course pour des questions urgentes. Un tour sur nos axes routiers. Les travaux d'urgence de réfection du réseau routier comptant pour la campagne cotonnière 2016-2017 sont achevés. La Commission nationale de suivi et de supervision a organisé ce jeudi une séance de travail. L'objectif est de faire le point des réalisations. C'était en présence du directeur général du Fonds routier qui a financé le programme, ainsi que d'autres acteurs. Le compte-rendu de Ramatou Lawani et Aurélie Soton. Le programme d'urgence de réfection en régie de pistes rurales pour la campagne cotonnière 2016-2017 lancé par le gouvernement a connu une issue heureuse. Sur un linéaire de 4507 km prévu, 4458 ont été réalisés dans un délai de 15 jours. Plus d'1,123 milliard ont été consommés sur environ 1,128 milliard initialement prévu. La présente séance de travail a été l'occasion pour chaque directeur départemental des infrastructures et des transports de rendre compte du niveau d'exécution au niveau départemental. Même si les bénéficiaires ne sont pas satisfaits à 100%, vous avez quand même fait ce qu'on vous a demandé de faire. Le directeur de l'entretien routier et ses collaborateurs aussi, qui ont fait un suivi millimétré, moi je l'ai fait ici. Le directeur de la gestion de suivi des infrastructures et ses collaborateurs aussi ont donné des leurs pour que ça réussisse. Les transporteurs, nous tenons à remercier d'abord la direction et le gouvernement. Ces pistes nous ont beaucoup facilité la tâche. Les directeurs départementaux n'ont pas manqué d'exposer les difficultés rencontrées. Entre autres, le délai court d'exécution des travaux, la mobilisation tardive des ressources financières, la présence d'eau ou d'affleurements rocheux sur certains axes, l'inexistence de matériel approprié. Il est donc souhaité que des approches de solutions soient trouvées avant la prochaine campagne. Le Centre national d'essai et de recherche des travaux a organisé à l'intention de son personnel un séminaire de formation sur les exigences du management de qualité. C'est une formation qui vise à promouvoir la compétence au sein du personnel et offrir des services de qualité à la clientèle. William Choki pour le compte-rendu. À travers cette formation, le CNRTP et tout le ministère des Infrastructures et des Transports entendent jouer leur partition dans le mécanisme d'exécution des projets inscrits au programme d'action du gouvernement. Les participants seront entretenus par le formateur sur d'abord les exigences relatives au management de qualité, que ce soit les dispositions structurelles et organisationnelles, le système de management et la politique de qualité, la maîtrise de la documentation, l'organisation de la revue des demandes, les appels d'offres et contrats. Cette formation prend aussi en compte les autres composantes du personnel du Centre national d'essai et de recherche des transports publics. Il s'agira pour le CNRTP d'offrir à ses clients des prestations de qualité, vérifiables, justes et conformes. Il s'agira également pour vous d'avoir une aptitude transparente et équitable envers vos clients. Au niveau des exigences de management, il faut voir globalement l'organisation, le fonctionnement du labo et également les relations avec le client. Et ça, c'est un élément essentiel parce qu'on peut avoir des résultats justes et ne pas avoir de bons résultats avec les clients et les clients peuvent aller ailleurs. Le centre a pour mission de contrôler la qualité du sol, du fer et autres matériaux avant toute action de construction. Aujourd'hui, le CNRTP enclenche une transformation qualitative de ces laboratoires, promouvoir la compétence du personnel technique pour répondre aux exigences de la norme ISO 17025 version 2005. Voyons ce combat contre le travail des enfants, lancement du film documentaire sur l'exploitation économique des enfants dans les marchés du Bénin. L'objectif est de lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays. Blaise Adanko, Petroni Lokoso nous en disent davantage. Les statistiques en disent long. Selon une enquête réalisée en 2013, dans 3 grands marchés du Bénin, plus de 7500 enfants sont soumis à une exploitation économique.
Une situation que retrace ce film documentaire intitulé « La vie des enfants dans les marchés d'Antokpa, Wando et Azeke du Bénin ». C'est un film qui dénonce l'exploitation économique des enfants dans les marchés. Donc cela retrace la vie de ces enfants qui sont des enfants placés, des enfants confiés à des commerçants que des adultes exploitent véritablement dans les marchés pour vendre différents produits. L'heure est grave. La lutte contre le travail des enfants doit être collective. J'appelle les autorités, les organisations de la société civile, les commerçants, les usagers des marchés, les parents à prendre leurs responsabilités et jouer leur rôle qui est celui d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le film que nous mettons donc ce jour à la disposition des acteurs et des populations est la preuve que le gouvernement continue de s'investir dans la lutte contre le phénomène du travail des enfants. La question de l'élimination du travail des enfants reste notre bataille commune. Ce film documentaire de 13 minutes servira d'outil de sensibilisation pour tendre vers l'éradication du fléau, le travail des enfants au Bénin. Santé à présent, le ministre de la Santé fait le bilan de ses activités pour l'année 2016, en l'occurrence le programme de renforcement de la performance du système de santé. C'est une rencontre de concertation et d'échange qui rassemble partenaires techniques et financiers et acteurs de la santé afin d'apprécier les performances et de savoir comment orienter les efforts pour de meilleurs résultats. L'atelier a démarré à Grand Popo. Cyprien Lokoso et Évariste Omao pour le point. C'est l'atelier bilan de l'année 2016 qui s'est ouvert à Grand Popo pour ce qui concerne le programme de renforcement de la performance du système de santé. Un programme arrivé au Bénin depuis 4 ans et suscite une révolution dans le secteur. Les interventions en 2016 du BRPSS ont permis de renforcer l'ensemble des prestations des services de santé et notamment leur qualité. Et certaines initiatives clés ont pu être mises en place. Je voudrais juste citer l'extension du FBR au niveau communautaire, la prise en charge des plus pauvres via le FBR, mais aussi la contractualisation via le FBR avec le secteur privé. C'est aussi un bilan positif que le ministre de la Santé fait du PRPSS. À cette occasion, il dévoile les prochaines actions du gouvernement pour accompagner le programme. Il me plaît de souligner que dans le plan d'action du gouvernement PAG, de nombreuses actions sont prévues pour renforcer les acquis de ce projet. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer le recrutement en 2017 d'un nombre important de médecins spécialistes, gynécologues, pédiatres, chirurgiens et des paramédicaux, l'amélioration du plateau technique, les constructions d'infrastructures sanitaires modernes. Mesdames et messieurs, les résultats obtenus de la mise en œuvre de cette stratégie de financement basée sur les résultats constituent un espoir pour impacter positivement la qualité des services de soins offerts aux populations. Le financement basé sur les résultats consiste à encourager financièrement les agents de santé qui font bien leur travail. Bon accueil, ponctualité, tenue correcte, etc. Une partie des fonds est orientée vers l'équipement de l'hôpital et l'autre versée comme prime à l'agent. La Banque mondiale, le Fonds mondial, la coopération technique belge, l'OMS et Gavi mettent la main à la poche pour soutenir le programme. Il existe désormais un cadre de concertation du projet droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin. Son rôle, faire le plaidoyer pour l'accès facile des handicapés à l'emploi. C'est au cours d'un atelier d'installation qui s'est déroulé à Cotonou. Clotaire Recou, Bénédicte Amazon. Action de plaidoyer pour le vote du projet de loi portant protection et promotion des personnes handicapées en général et particulièrement des personnes handicapées diplômées, c'est la principale mission du cadre de concertation des droits et inclusion des personnes handicapées au Bénin. Il s'agit de donner espérance à cette frange de la couche sociale de notre pays, souvent oubliée, autour des questions de l'accès à l'emploi et aux services sociaux de base. Le cadre de concertation a pour mission d'informer les autorités béninoises sur la situation des droits des personnes handicapées au Bénin, faire le plaidoyer pour l'adoption du projet de loi portant
protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Et ensuite, faire le suivi de la mise en application des lois en faveur des personnes handicapées. Nous aurons réussi notre mission au sein de ce cadre de concertation lorsque les personnes handicapées auront effectivement accès à l'emploi et aux services sociaux de base sur la base de l'égalité, avec les autres bien sûr. Il est souhaitable que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Cette loi, une fois adoptée, facilitera notre mission. Je nous invite donc à nous mettre au service de cette couche longtemps marginalisée pour le bien-être de notre démocratie. Le projet Droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin est une initiative du réseau de l'association des personnes handicapées de la transition littorale, RAFAL, appuyé par l'organe gouvernemental Osiwa. Ce projet est lancé officiellement en avril dernier. On ne change pas de registre. Du 19 au 21 janvier 2017, des personnes handicapées sont en formation. Ils sont formés sur les techniques de lobbying et de plaidoyer sur la Convention internationale relative aux droits des handicapés. C'est une formation organisée par le groupe d'études, de suivi et de réalisation des initiatives de développement. Il est également question de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Le reportage de Rosemont Tchapoué et Justin Kogué. Une formation de 3 jours au profit des personnes handicapées. C'est à la Maison de la Société Civile qu'a démarré la dite formation ce jeudi. Il sera question de donner aux personnes handicapées des outils et techniques nécessaires pour porter, soutenir et défendre des projets de loi par le lobbying et le plaidoyer. La cérémonie officielle de lancement de la dite formation a été l'occasion de rappeler aux bénéficiaires de cet atelier de formation les objectifs spécifiques de l'initiative. Faire les lobbying et plaidoyer en direction des autorités parlementaires, les autorités gouvernementales et les députés. Renforcer les capacités des réseaux des organisations des personnes handicapées sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et sur les techniques de lobbying et de plaidoyer. À terme, les participants à la formation seront invités à travailler à l'adoption du projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, un projet de loi en souffrance à l'Assemblée nationale. L'initiative est soutenue par le peuple canadien. Par ce soutien, l'ambassade du Canada veut souligner l'attachement du Canada à la gouvernance inclusive et responsable, au pluralisme pacifique et le respect de la diversité. C'est donc après cette formation que commence pour ces personnes handicapées le véritable combat pour la reconnaissance des droits de ces personnes humaines sur lesquelles la société tend à porter un regard quelque peu péjoratif. Les responsables de l'armée de terre renforcent leurs capacités en vue de la réussite de leur mission républicaine. La cérémonie de lancement du séminaire de formation a eu lieu ce jeudi au camp Guézo à Cotonou. Patrick Benou, Jean-Claude James. Commandants de bataillons, de groupements et d'écoles. Leur mission, assurer la défense du Bénin. Un cahier de charge qui a motivé cette séance de renforcement de capacité intitulée Séminaire des chefs de corps. Ça part d'un diagnostic qui a été fait par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Baguidi. Et ce diagnostic étant très sombre, il a décidé de mettre en branle sa politique. Et cette politique se base en fait sur les directives du ministre de la Défense nationale et les instructions du chef d'état-major général. Donc, se basant sur ça, il faut qu'il donne cette directive à lui, à ses subordonnés, qui sont les chefs de corps. Le débat sur le terrorisme ne sera pas exclu de cette formation de 2 jours où 12 formateurs vont partager leur expérience avec 28 chefs de corps de l'armée de terre et commandants d'école. Ces instructions sont contenues dans ce que nous appelons un plan d'action. Et ce plan d'action n'est pas fait au hasard. Il se base sur déjà l'environnement régional, l'environnement sous-régional, donc ce qui implique ce dont vous venez de parler, les conflits, les guerres civiles, les conflits asymétriques.
que nous avons aujourd'hui au niveau de la sous-région. Il faut rappeler que l'armée de terre est constituée de 21 corps répartis sur l'ensemble du territoire national. On quitte les forces de sécurité pour parler paix, l'éducation à la culture de la paix. C'est le sujet qui réunit depuis ce matin au Palais des Congrès de Cotonou les acteurs impliqués dans l'éducation et la paix au Bénin, une initiative du Centre panafricain de prospective sociale avec le soutien financier de l'ambassade du Japon. Ghislaine Adimi Abozo, Ouensessa Samoaïmo. Sécurité, nous n'avons que le choix. Le choix de renforcer les mécanismes de vivre ensemble. Les participants à cet atelier ont pour mission d'étudier les modalités pratiques d'introduction de la culture de la paix dans le système éducatif. Le manuel d'éducation à la paix, aux droits de l'homme, à la citoyenneté, à la démocratie et à l'intégration de la CEDEAO servira de référence aux différentes communications et divers échanges. N'empêche. Au nom de Dieu, il est arrivé qu'on tue et qu'on massacre des innocents, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la cause, avec parfois la juste cause que l'on prétend défendre. Il est extrêmement urgent aujourd'hui de moraliser l'usage que nous faisons de Dieu. Réflexion pertinente à bien des égards selon le professeur Albert Evoedjere. Il faut moraliser Dieu, il faut mieux le comprendre, mieux le connaître et le voir dans la bonté, et le voir dans l'utilité que nous faisons de son nom pour améliorer le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Et améliorer le monde, c'est le développer. Le développement est le nouveau nom de la paix. C'est ce que nous allons mettre en avant en essayant de faire en sorte que chaque dialogue enfante une action concrète pour que la société environnante soit meilleure, soit élevée. Et pour le Japon, bras financier de cette rencontre, le dialogue interreligieux reste une condition nécessaire pour la paix dans le monde. Les opérateurs postaux du Bénin, ensemble avec le cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication, travaillent sur la feuille de route du secteur. Objectif, revisiter le document et donner une nouvelle orientation à la gestion des postes du Bénin. C'était ce matin au siège du dit ministère. Le reportage de Mathieu Sokenou et Marie-Louise Perrin. Il urge à l'heure du numérique que les opérateurs postaux participent activement au développement du secteur. Le développement des technologies de l'information et de la communication a affecté les activités des opérateurs postaux et nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour nous adapter à l'ère de l'économie numérique. Notre ambition à la Direction générale de l'économie numérique et de la Poste est de dynamiser le secteur postal en faisant participer les vrais acteurs concernés. On est au stade de réfléchir ensemble sur quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les aspects sur lesquels on peut apporter quelques améliorations, quelles sont les propositions que nous pouvons faire à l'autorité publique pour davantage améliorer l'efficacité du secteur postal dans l'économie, dans la mesure où vous savez que dans le monde moderne, avec le e-commerce, il y a un développement tel que nous avons besoin de réfléchir et de regarder qu'est-ce qui doit être mis en place pour permettre justement aux opérateurs privés opérant au Bénin de pouvoir suivre cette tendance mondiale. Les acteurs postaux se définissent des options à suivre pour développer des services efficaces et accessibles à tous. Pour aboutir, il va falloir d'abord que la poste elle-même se métamorphose profondément, métamorphose en changeant complètement les habitudes, les conduites du capital humain et maîtrise en adoptant les produits innovants qui sont aujourd'hui une exigence de notre population et de notre clientèle. C'est à cette seule condition qu'ils pourront faire du Bénin une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont distingués les meilleurs inventeurs du concours de l'innovation au Bénin 2016. C'est une initiative de l'Agence béninoise des résultats de recherche et d'innovation technique. La cérémonie de remise de prix a eu lieu ce jeudi à Lisbar à Cotonou. Patrick Benoît et Blaise Adampo. Ils sont enfin connus. Les 6 lauréats retenus dans les 3 domaines du concours de l'innovation Bénin 2016. Les membres du jury, que je remercie ici au passage, ont fait un travail remarquable et je crois que les innovateurs les ont félicités pour leur objectivité.
Et ce travail difficile, car j'imagine les difficultés qu'ils ont eues à choisir parmi tant d'innovations dont les niveaux sont aussi élevés les uns que les autres. Par la voix de leur porte-parole, les heureux du jour n'ont pu cacher leur émotion. Je remercie toute l'assistance et je félicite également les membres du jury pour leur impartialité. Le directeur général de l'Agence béninoise de validation des résultats de recherche et d'innovation technique revient sur les motifs de l'organisation de ce concours. La raison principale est que le Bénin n'est pas inscrit dans la logique de développement industriel qui passe nécessairement par l'innovation, l'invention, la production, la transformation et la commercialisation. Il est donc nécessaire que le Bénin s'inscrive dans cette logique sans laquelle le développement n'est pas possible. Avec de telles initiatives, le Bénin amorcera sans doute une nouvelle étape de son développement. Finissons par la commémoration des 20 ans d'existence de l'Institut des artisans de justice et de paix, une institution spécialisée dans la recherche de solutions et à l'épanouissement intégral de l'homme. Ce jubilé de l'AIAJP permettra de faire le bilan et d'ouvrir des perspectives de l'institution. Reportage. Mettre l'homme au centre de tout. C'est le credo autour duquel est célébrée cette année jubilaire de l'Institut des artisans de justice et de paix. Abrité par la conférence épiscopale du Bénin, l'IAJP organise des recherches et des formations sur les problématiques en phase avec la doctrine sociale de l'Église catholique. Nous voulons mettre l'homme au centre de tout, l'homme vivant, l'homme debout. Et ceci me rappelle une parole qu'on attribue à saint Thomas d'Aquin. Si quelqu'un a faim et qu'il vient à toi, ne lui fais pas une catéchèse, donne-lui à manger. Cet événement est aussi l'occasion pour évoquer le bilan de l'IAJP. On retiendra des 20 ans que l'IAJPCO est un cadre de réflexion et d'échange à travers l'organisation depuis 2004 jusqu'à nos jours des conférences sociales mensuelles publiques. Ces rencontres sont des occasions d'échange entre personnes ressources et citoyens de profils divers, soucieux de la chose publique, dans les 85 écoles et collèges où nous intervenons directement à ce jour pour une cible directe d'environ 20 000 enfants et jeunes. Un parcours qui a marqué les pionniers de l'institution. J'ai été fortement marqué par l'évolution rapide du domaine. Créé depuis le 22 décembre 1997, l'IAJP est une initiative de feu Monseigneur Isidore de Souza et du père Raymond. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.